Donc vous m'avez demandé comment s'y retrouver au milieu de toutes ces sources d'informations. Alors je vous avouerai que je me suis posé la question à moi-même et je me suis dit, il y a tellement d'informations que ça reste quand même super dur parce que avant, à l'époque de Benoît, c'était assez simple. On lisait Anesthésiologie en version papier qu'on recevait. Alors généralement, c'était séquestré dans le bureau du PUPH pendant à peu près 2-3 mois pour qu'il ait la science. Hein, c'était une forme de management quand même. Hein. L'accès aux revues était très très restreint. Hein. C'était vraiment les universitaires qui avaient ça. Alors là, vous êtes interne, il y a beaucoup de premiers choix, et donc il faut savoir comment se former quand on est bébé. Alors la première chose, c'est véritablement revenir aux bases. Et vous les avez vus, vous les avez travaillés pour le CN, mais le livre du collège, qui est disponible, qui est gratuit, vous avez juste à flasher et vous l'avez sur votre téléphone portable, ce livre-là, il y a des cours comme les hémorragies méningées, il y a des cours comme le coma, il y a des cours sur la brûlure qui sont fondamentaux. Ils sont super bien faits et ils ne sont pas faits pour des étudiants de deuxième cycle, ils sont faits aussi pour des étudiants de troisième cycle. Alors, une fois que vous avez téléchargé ce livre du collège et que vous l'avez appris, ce qui met quand même un certain temps, je vous rappelle que vous avez accès à CIDES. CIDES NG, il y a des tonnes de cours qui sont absolument fabuleux. Vous avez du Futier qui va vous parler de ventilation, vous avez du Constantin qui va vous parler de sepsis. C'est une plateforme extraordinaire. Alors moi où je suis déçu, c'est qu'on s'est un peu intéressé à regarder, par exemple, les internes de Marseille. Combien y en a-t-il qui ont parcouru l'intégralité de la plateforme? Alors il y a 15%, surtout les filles, qui ont tout vu. Et puis il y a 10%, surtout des garçons peu assidus, qui n'ont pas vu grand-chose. Mais quand je dis pas grand-chose, c'est vraiment pas grand-chose. Or, je vous assure, les cours sont super bien faits. Alors, moi j'en ai fait quelques-uns là-dessus. Par exemple sur le monitorage de la profondeur anesthésie, sur la pronostication neurologique pour la phase d'approfondissement, ou aussi bien sur l'approfondissement que sur la phase socle, sur tout ce qui va être l'épuration extra-rénale. Et honnêtement, ces cours, ils sont d'une très très grande qualité. Pour vous dire, moi quand je veux me mettre à niveau sur un domaine, c'est ça d'abord que je vais regarder. Et puis après, je vais essayer de regarder ailleurs, mais au moins j'ai la base et ce que je dois savoir. Après, qui a le MAPAR? Bon, ceux qui ne l'ont pas, vous avez compris, hein. Il vous reste qu'une chose, c'est le faire. Alors, je n'ai pas de droit d'auteur dessus, hein, je n'appartiens pas du tout au MAPAR, mais c'est vraiment l'objet contraphobique. Allez, on va l'ouvrir 5-6 fois. Mais lorsqu'on l'ouvre, c'est vraiment pour un bon coup. Par exemple, l'arrêt cardiaque de l'enfant, combien je dois faire, combien je dois mettre de cordarone, d'adrénaline, je ne sais pas. Très clairement, je regarde le protocole du MAPAR. Donc ça, c'est une source qu'on a dans sa blouse, 24-24, et qui nous aide à passer une garde. Donc ça, c'est grosso modo ce que, lorsque vous êtes en phase socle, vous devez faire. C'est véritablement CIDES-NG, le MAPAR pour les protocoles, et également, on va dire, le livre du collège. Ça, on va dire, c'est la première année, avec les 6 premiers mois où c'est vachement difficile parce qu'on n'a surtout pas envie de lire quelque chose. On est absolument dégoûté de l'ECN, donc on a 6 mois de sidération où on se laisse un peu porter, mais après, si vous voulez monter en gamme, il faut absolument vous y remettre. Et donc, s'y remettre, c'est encore une fois CIDES-NG, phase d'approfondissement. Et donc là, il y a encore pas mal de cours, un niveau bien plus élevé que le niveau de base initial. Alors sur les livres,
Le collège fait des livres qui sont vraiment pas chers. Et vous avez l'hémodynamique, la ventilation et l'infectiologie. Bon, alors, ils sont comme ça, hein. D'accord? Mais honnêtement, c'est des bouquins de référence. Ils sont sur Amazon ou vous pouvez l'acheter directement aux presses universitaires. Et on a fait 2 bouquins de poche qui sont super pratiques, qui ne valent même pas 10 €, qui sont un sur l'épuration extra-rénale, l'autre sur l'échographie. Et sur l'échographie, l'intérêt d'avoir le bouquin de poche, c'est d'avoir toutes les valeurs normales sous forme d'ABAC. Parce que ça, c'est une chienlit à apprendre. Et donc, au moins, vous les avez dans la poche. Pour l'épuration extra-rénale, vous avez les protocoles. Et par exemple, vous ne savez pas combien vous devez mettre pour une antibiothérapie. Vous regardez, vous avez les tableaux. Alors, il est en CVVHD. CVVHD, c'est du diffusif, ça épure pas beaucoup. Il est en CVVH, convectif, là, ça épure beaucoup plus. Et on regarde la posologie du médicament qu'on doit mettre, qui est adapté. Donc ça, c'est 2 bouquins qui sont importants pour vous approfondir. Et puis après, si vous vraiment vous voulez vous approfondir, il y a 2 autres bouquins qui sont sur l'épuration extra-rénale et sur l'infectiologie. Grosso modo, si vous arrivez avec ça, vous êtes le top interne of the world, hein. Si vous connaissez ça, bon, je pense qu'il y a beaucoup de PAUPH qui ne connaissent pas tout ça, hein, je vous rassure quand même, hein. Mais bon, il faut quand même avoir une base solide où dès que j'ai un problème, je vais regarder là-dessus. Alors si vous êtes plutôt vidéo, avec un peu un format pré-mâché, les vidéos, elles vont être intéressantes surtout pour regarder une technique. Comment je fais quelque chose. Alors vous avez les vidéos du New England, hein, par exemple, comment je vais faire une critocotomie. Et donc, en fait, toutes les vidéos, ce qui est très simple à faire, c'est vous prenez un abonnement gratuit de 2 mois, vous les téléchargez toutes, vous les mettez dans un dossier et vous avez un accès donc, à toutes ces vidéos sur les différentes techniques du New England. Après, vous allez voir, il y a quand même quelques différences entre les États-Unis et nous. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors moi, j'aime bien aussi, de temps en temps, quand je ne connais pas bien un domaine et que je veux m'updater, j'aime bien aller regarder le MAPAR, parce que dessus, vous avez des vidéos, et c'est ce qu'on appelle les staffs juniors ou les staffs seniors. Et il y a pas mal de vidéos où, par exemple, vous allez en stage de neurochir, c'est dans 3 semaines, vous faites un petit coup des blocs de la face qui vont vous servir tous les jours, enfin ils vont surtout servir aux patients, ça marche super bien. Et vous avez une vidéo qui est géniale, qui vous explique les territoires nerveux, comment le faire sans écho, en écho. Et il y a plein de sujets, d'obstétrique par exemple. Donc moi je vous invite à régulièrement aller voir ce site. C'est pas trop connu. Il y a la NARF aussi. La NARF, c'est l'association de neuroréanimation. La NARF, elle met pas mal de tutos en ligne également. Par exemple, là, c'est un tuto, on va dire un peu plus expert, mais c'est comment je vais mettre une pique chez un patient. Donc, c'est la vidéo expliquée avec les schémas. Et on vous montre comment on met une pique à un patient. Donc, en CHU, ça ne sert pas beaucoup. En CSG, ça peut servir. Mais bon, il faut quand même l'avoir fait avec un senior avant. En tout cas, si vous voulez réviser, vous avez accès à tout ça. Bon. Et puis après, il y a le passage obligatoire. Et le passage obligatoire, c'est être en conformité dans votre pratique avec les recommandations. Parce que les recommandations, quand vous allez avoir un problème, c'est elles qui font foi. C'est-à-dire que les experts judiciaires, on est obligé, par exemple, sur le site de la SFAR, de laisser les recommandations qui datent de 1998. Il n'y a aucun intérêt. Sauf que les experts judiciaires nous demandent de les laisser parce que s'il y a une affaire juridique, ils vont les télécharger pour voir quel était l'état des connaissances et des pratiques qui étaient adaptées à cette période. Alors, celle qui est inapprenable, vous savez comment je le vois qu'elle est inapprenable?
c'est qu'il y a à peu près 5000 téléchargements par mois. D'accord? C'est-à-dire que les mecs, à chaque fois, ah merde, qu'est-ce que je dois faire? Ils vont sur le site de l'ASFA et ils la téléchargent. D'accord? C'est l'antibioprophylaxie. Alors celle-là, c'est vraiment, on devrait la faire payer 10 centimes. Je crois qu'on serait millionnaire à la fin. Les recommandations, il faut absolument y aller. Et chaque année, vous devez, une fois le congrès passé, entre septembre et janvier, aller voir les recommandations, les lire, les analyser et prendre le meilleur de ces recommandations. Pour y aller, c'est très simple. Hop, recommandations sur le site de l'ASFAR. Et puis après, soit j'ai une vision où je vais le faire de façon chronologique parce que je l'ai déjà vu, donc je fais par année. Vous voyez, cette année, 3 recommandations, l'année dernière 4, l'année d'avant 6. Et puis, ou je le fais par thématique, anesthésie, réanimation, ou bien urgence. On a refait toutes les recos sur la traumato, par exemple, en particulier grâce aussi à la collaboration avec les hôpitaux militaires. Et donc après, on va télécharger cette recommandation. Alors les recommandations, c'est hyper important de comprendre une recommandation. Et ça, on ne vous l'enseigne pas ou peu. Par exemple, là, il y a marqué « il faut utiliser le rocuronium ». Il faut. Alors, depuis, on a un peu changé et il n'y a plus marqué « il faut ». Pourquoi? Parce que, en fait, quand on essaye de voir et de parler avec les juristes, on s'est aperçu que le faux a un caractère très contraignant qui peut être assez compliqué au tribunal. Et donc, on préfère mettre maintenant « il est recommandé de ». Et vous voyez, il y a marqué grade 1+, accord fort. On va essayer de comprendre ça. Mais en tout cas, là, il faut utiliser du rocuronium à une dose supérieure à 0,9 mg par kilo, généralement entre 1 et 2 mg par kilo, si on veut faire une induction en séquence rapide et remplacer le Sugamadex. D'accord? En fait, on va déterminer plusieurs choses quand on fait des recommandations. Déjà, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode GRADE. La méthode GRADE, c'est pour combattre la réunion autour du café et des croissants avec le mec qui a la plus grosse brioche, qui gueule plus fort que tout le monde et qui dit « moi je veux qu'on fasse ça ». C'est dur à combattre, je vous jure. Hein. 6 ans de recommandations en tant que président, c'est vraiment dur à combattre. Et là, les mecs, on leur dit « non, 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 on retourne à la science et pas à votre avis de progressiste. » D'accord? Ou votre effet de mode. Et donc pour ça, on va avoir plein d'étapes pour élaborer des recommandations. On va déterminer quel est le public cible, on va déterminer quelle est la question, on va déterminer quel est l'état de la littérature. Bref, on va faire une analyse qu'on appelle une analyse PICO, avec le patient de réanimation ou patient du bloc opératoire, avec l'intervention, je l'intube pas, avec l'élément de comparaison, qui est par rapport à pas d'intubation, ou rocuronium versus Sugamadex, et l'outcome. L'outcome, c'est il meurt pas, ou la désaturation, et on va s'entendre entre experts pour analyser de façon gradée la littérature. Et ce qui nous aide beaucoup, c'est les méta-analyses. Mais les méta-analyses, attention, il y a 2 types de méta-analyses. Il y a les méta-analyses d'études observationnelles. On est généralement un peu inconfortable avec, parce qu'on sait que les études observationnelles, il y a beaucoup de biais. Et vous regardez le chiffre entouré, là, le I carré, on a déjà un peu parlé de ça. Le I carré, c'est de l'hétérogénéité. Et quand vous voyez un I carré supérieur à 50, c'est que clairement, les études, il y a un truc qui ne va pas entre elles. On a un peu comparé des choux et des carottes, ou pas les mêmes dosages du médicament. Et en tout cas, l'effet, il y est. Il y a un effet significatif, vous le voyez, mais on a peu confiance parce que c'est très hétérogène. Et vous regardez, quand on regarde la méta-analyse des études randomisées, bah là, pour le coup, il n'y a plus d'effet. Donc ça veut dire que on ne va pas mettre une recommandation de grade 1. Quand on met une recommandation de grade 1, on parie sur l'avenir parce qu'on estime que ça ne changera pas dans les 10 ans à venir. D'accord? Donc là, très clairement, sur ce truc, on ne va pas parier. Hein.
Il y a un signal, mais ça va être au mieux une recommandation de grade 2. Et puis après, on va décoter certaines études. Il y a plein d'études où, en fait, quand on gratte, vous avez vu le niveau indirect de la preuve, ils en ont parlé, Benoît. Noradrénaline, ça ne veut pas dire, donc on a entendu hypotension égale complication, mais ça ne veut pas dire que noradrénaline diminue complication. Et donc ça, c'est de l'indirectness. On va voir l'imprécision des résultats, en particulier s'il y a des écarts types énormes, c'est qu'il y a un problème, ou les biais de publication en regardant un funnel plot, c'est un graphique où on regarde les études positives, les études négatives, et souvent on s'aperçoit qu'il n'y a aucune étude négative, parce que je peux vous assurer qu'il faut se lever très tôt le matin quand vous avez une étude négative. C'est hyper difficile à publier. C'est un vrai problème de la publication. Et donc le caractère plus ou moins, ça ne veut pas dire que c'est super plus fort. Ça veut simplement dire qu'il faut avec le plus ou il ne faut pas avec le moins. Mais une grade 1, c'est une grade 1. Qu'elle soit plus ou qu'elle soit moins, c'est le sens de la recommandation. Et le grade 2, il y a des études plutôt observationnelles avec des méta-analyses qui nous disent qu'on pourrait recommander. Donc il est probablement recommandé. Et une fois qu'elle est rédigée, c'est là où on rigole, parce qu'on passe au vote. Et alors là, c'est la foire d'empoigne. Donc on fait un tour, 2 tours, 3 tours de vote. Et on s'est amusé à mettre une règle où s'il y a 20% des gens qui sont contre, eh ben, elle ne passe pas la recommandation. Et ça m'a permis de passer de recommandations avec des 100 recommandations dans le papier à 20, parce que ça écrète bien, et on garde juste ce qui va changer vos pratiques. Et on essaye, mais c'est une lutte très très dure, de supprimer un grand nombre de recommandations pour vraiment qu'on n'ait que des recommandations fortes. Et donc, on a ce type de présentation avec le niveau preuve, il est recommandé 2, la gradation avec accord fort ou faible. Si c'est un accord faible, c'est que c'est peut-être une mode. Et on a également l'argumentaire. Il faut toujours lire les argumentaires et bien entendu la bibliographie. Et donc si je reprends cette recommandation, pourquoi les experts ont écrit ça? Parce qu'ils sont allés sur le site de la Cochrane, où il y a toutes les méta-analyses, qu'ils ont sorti la méta-analyse qui était sur cellocurine versus rocuronium. Ils ont regardé comme outcome les qualités de l'intubation, de l'exposition de l'intubation, ou du succès de l'intubation. Ils se sont aperçus qu'il y avait des éléments en faveur de la cellocurine. C'est pour ça que la cellocurine était en première intention. Mais ils ont vu qu'il y avait une hétérogénéité à 77. Ça veut dire qu'on a un peu comparé des choux et des carottes. Et pourquoi on a comparé des choux et des carottes? Parce qu'on n'a pas les mêmes dosages d'esméron dans les différentes études. Et qu'ils se sont aperçus que si on fait une dose supérieure à 1 mg/kg d'esméron, on n'aura plus de différence entre la succinylcholine et le rocuronium pour la qualité d'intubation. Et donc, il n'y a plus de différence statistiquement significative, surtout si on est à 1,2 mg par kg d'esméron. Donc ça, vraiment, c'est la base de tout anesthésiste au cours de sa carrière. Il doit se taper les recommandations et respecter les recommandations. Parce que si un jour il a un problème, surtout si dans le privé, qu'il n'a pas respecté les recommandations, ça va être un peu plus compliqué à se défendre. Rester up-to-date. Alors, rester up-to-date, c'est pas facile. C'est pas facile de rester up-to-date dans tous les domaines. Alors, il faut aller au congrès. Et vous êtes là. Mais il y a d'autres congrès. Et surtout, il y a d'autres événements. Par exemple, l'ASFAR, il y a les journées monothématiques. Là, il y en a une qui est à venir, qui est magnifique, sur le sepsis, qui aura lieu le 4 mai, et qui va regrouper les plus grands experts internationaux sur le sepsis. Donc, si ça vous intéresse, ça sera une super conférence le 4 mai à Paris. Vous avez des événements virtuels aussi que vous pouvez voir en replay. Comme vous avez l'abonnement, parce que vous êtes inscrits tous à l'ASFAR, j'espère, en haut là. Arthur, tu me diras si c'est bon, ils se sont tous inscrits ou pas? Tu as la liste, d'accord. Il y a l'ISFAR qui est gratuit le 12 mars 2022. Et alors après, il y a des congrès qu'on fait un peu plus vieux.
avec des thématiques qui vont être différentes. Par exemple, ma part GEPU, c'est très marqué anesthésie, même si le GEPU essaye d'être un peu plus réanimation. Les AEA qui ont lieu là maintenant à Clermont-Ferrand, enfin il y a un congrès à Clermont-Ferrand quand même, hein. C'est un congrès extraordinaire sur l'anesthésie loco-régionale, avec des ateliers, des dissections. C'est vraiment fantastique et je vous invite à y aller. Et il y a le congrès, ce qu'on appelle, Jean-Michel Constantin l'appelle le club des baveux, qui est le club de neuroréanimation, la NARF, et qui a lieu une fois par an. J'aime beaucoup Jean-Michel. Alors, il ne faut pas que je vexe aussi les congrès régionaux. Il y en a un super ici qui s'appelle les Gillards, donc congrès, les journées lilloises d'anesthésie, réanimation, médecine d'urgence. Et on en a un aussi chez nous qui c'est les Gimaru, mais le dernier c'était en 2019. Depuis, on n'a pas pu reprendre. Alors, restez informés. La pause du matin aux toilettes, c'est pas mal. Et pour ça, il faut être abonné au flux Twitter et Facebook des grandes revues. Alors, vous avez vu le New England, ça c'est indispensable. C'est-à-dire que si vous n'avez pas vu le dernier papier de la veille du New England, vous êtes complètement has-been. Mais complet has-been. On va un peu relativiser. Hein. Vous avez vu, 60 à 70% des papiers du New England sont faux à 10 ans. Rivers, New England. Hein, il en a passé plein, Benoît, tout à l'heure. Il y avait plein de fausses pistes. Papazian, les curares. Tout ça, il faut faire très attention en plus quand on le New England, c'est un peu le Paris match de la médecine, c'est que vous ne pouvez pas lire correctement un New England sans regarder le supplémentary. Et le supplémentary fait 70 pages. Et il est réservé aux abonnés. Et c'est une vraie limite. Il y a un papier qui s'appelle Akiki. Akiki, c'était sur est-ce qu'on peut attendre avant d'épurer. Akiki dit ah ouais, on peut vraiment attendre. Donc, pas de différence mortalité. On va regarder dans le supplémentary, on s'aperçoit que les mecs chez qui on a attendu et qu'il faut épurer, ils ont 15% de mortalité en plus. Alors, ils ont fait Akiki 2. Akiki 2, ils ont dit « Oh là là, il ne faut pas trop attendre parce qu'effectivement, si on a 30 taux, il y a une surmortalité. » D'accord. Mais c'était dans le supplémentary d'Akiki 1. Mais le problème, c'est ça. C'est que ces papiers-là, c'est hyper compliqué à analyser. Alors, les grandes revues d'anesthésie, c'est Anesthésio, Anesthésian et le BJA. Même si les impact factors varient, ça reste ces revues-là. S'il y en a 3 que vous devez regarder de temps en temps, c'est celle-ci. Et puis, si je dis pas qu'il y a ACCPM, la revue française, je vais me faire taper dessus. Elle est super, elle monte vachement bien. Et comme mon chef, il est l'éditeur de l'EJA, si je dis pas qu'il y a l'EJA, le journal européen d'anesthésie, je vais me faire taper dessus, donc je suis obligé de le dire. En tout cas, mettez-vous sur Twitter, sur ces revues, et souvent, ils highlightent les papiers qui sont importants et qu'on doit lire. Après, il y a les revues de Réa, avec ICM, Critical Care, AIC, une société concurrente, et Critical Care Médecine. Et puis, de temps en temps, c'est pas mal la biblio prémâchée. Hein. Et alors, la biblio prémâchée, c'est pas les blogs, les machins. Il y a un seul truc, c'est le masque et la plume. Et alors, le masque et la plume, c'est véritablement une merveille. Pendant le Covid, ça a été génial. Et moi, je me régale. Voilà, je regarde mon masque et ma plume. C'est régulier, c'est d'une grande qualité. Il y a tous les meilleurs papiers. Enfin, c'est un truc. Si vous avez un truc à regarder sur les toilettes, c'est ça. Alors, après le masque et la plume, il y a ce qui est fait de façon beaucoup plus scientifique par le comité scientifique de l'ASFAR, qui, une fois par mois, vous analyse en profondeur un papier. C'est un autre exercice, c'est un super exercice parce que c'est une vraie analyse critique de la littérature qui vous montre les biais et les interprétations ou pas qu'on peut faire de l'étude. C'est fait par des mecs qui publient dans les plus grandes revues. C'est remarquablement bien fait et je vous invite vraiment à les lire, et en particulier cette étude qui critique l'étude sur rachianesthésie versus anesthésie dans les fractures du col. Alors, la NARF a son masque et la plume, mais nous, on a une diapo
un article par mois, mais au moins on le fait, donc de neuroréanimation, et c'est gratuit, c'est sur le site de la NARF. Alors, si vous voulez rester toujours up-to-date, les vidéos de la SFAR, les directs de la SFAR, il y en a plein. Là, il y en avoir un sur l'hémodynamique, mais il va en avoir d'autres qui vont venir. Il y a déjà le programme jusqu'à 2022. Alors, c'est surtout des trucs qu'on regarde peu en direct parce que c'est à 17h et aux 17h, normalement, on bosse. Et donc, c'est plutôt, vous les regardez en replay. Et pour le replay, le truc merveilleux, c'est la chaîne YouTube. Alors moi, je regarde pour le bricolage, pour apprendre, mais aussi pour la SFAR. Je trouve que c'est plus simple d'apprendre pour le bricolage qu'en médecine quand même sur YouTube. Mais bon, un jour, ça s'améliorera. Et donc, il faut rester up-to-date. Il y a des milliers de vidéos et c'est véritablement très, très informatif. Oups. PubMed. Alors, ça, c'est l'étape indispensable. Souvent, c'est mal utilisé. C'est-à-dire que j'arrive, je tape mon mot-clé, j'envoie, hop, et je regarde, j'ai X résultats, je regarde le premier papier qui sort, je lis l'abstract, l'abstract m'intéresse, hop, je vais le télécharger et je vais prendre le fichier. Alors, soit votre université est riche, c'est pas le cas de celle d'Aix-Marseille Université, Nous, on n'a même plus anesthésio, on n'a pas le New England, voilà. Donc, soit vous tapez dans les papiers gratuits de PubMed, mais le choix est quand même limité parce que c'est souvent des revues d'open access, et les revues d'open access, le process de reviewing est quand même un peu moins bon. En tout cas, vous allez, par exemple, moi, ce que je fais, je dois faire un topo demain parce que je dois remplacer mon chef. Hop, PubMed, review et méta-analyse. Je ne prends que ça. Je prends la dernière review dans le meilleur papier que je trouve. Une fois que j'ai trouvé la review, là c'est simple, je prends toute la biblio et je regarde les articles. Et à partir de là, j'arrive à avoir en 1 heure la majorité de la littérature. Après, si vous voulez bien faire, moi il y a un site que j'utilise régulièrement, c'est eTop. C'est un truc du CHU de Rouen. Et par exemple, quand vous ne savez pas bien quels sont tous les synonymes d'un mot, parce qu'en fait, brain injury, par exemple, ça peut être plein de synonymes, vous tapez traumatisé crânien, et ça vous sort la liste de tous les synonymes. Et en mèche terme. Et avec ça, ça vous permet de faire une formule comme ça, où moi, là, je devais faire un truc sur les études randomisées dans le trauma crânien. Paf, je mets cette formule dans PubMed, et avec ça, j'ai vraiment les papiers ultra sélectionnés avec les bons filtres. Et je ne passe pas à côté de papiers qui ont dit traumatique au lieu de brain injury ou que sais-je. Donc ça, eTop, c'est vraiment bien. Alors ça, j'ai pas le droit de le dire, donc c'est pas moi qui le dis. Ça reste quand même très très pratique. Voilà, donc là, une très très belle étude sur l'IRM. Donc vous regardez son DOI qui est en bas, vous copiez et vous collez. La plupart du temps, ça marche. Alors quand ça marche pas, parce que parfois ça marche pas, vous regardez s'il n'y a pas un étudiant étranger dans l'hôpital. Parce que Inari, c'est un truc extraordinaire, c'est un accès à toutes les revues pour les pays du tiers-monde. Et donc si vous avez un code Inari qui vous échange, vous avez accès à toutes les revues du monde. C'est vraiment extraordinaire, Inari. Encore faut-il avoir le code. Et alors, si vous n'avez pas ce compagnon, comment on fait? Eh bien, un truc qui marche bien, c'est vous prenez le mail de l'auteur et vous lui faites un petit mail en anglais en disant « Vous êtes beau, vous êtes gentil, je vous adore, votre papier il m'intéresse vachement. Vous ne voulez pas m'envoyer le PDF ?» Et 3 fois sur 4, dans les 48 heures, il va vous envoyer le PDF. D'accord? Ou sinon, vous allez sur ResearchGate et normalement, dessus, vous devez l'avoir. Alors, comme tout va très vite, tout va tellement vite, et probablement trop vite, tous les papiers qui ne sont pas encore publiés, qui sont en cours de process,
vous pouvez les avoir avec ce site. Et donc, vous tapez et vous avez l'ensemble des papiers qui sont en cours de publication. Attention quand même. Ça, c'est bien quand vous êtes en congrès ou que vous faites un staff pour faire le cake, en disant hey, vous avez vu le papier qui va sortir en pratique, pour vous, votre pratique personnelle, attendez qu'il soit publié, que le process de reviewing soit fini, parce qu'il y a énormément de corrections entre la première version et la dernière version d'un papier, voire le papier, il n'y est pas du tout. Et après, si vous voulez vraiment être super exhaustif, et que vous allez chercher les études négatives ou les études en cours, vous utilisez ce site qui est clinicaltrials.gov. Pourquoi? Parce que aux États-Unis, à partir du moment où l'étude est financée aux États-Unis, même si elle n'est pas publiée, mais qu'elle est financée, ils sont obligés de mettre les résultats sur ce site au bout de 2 ans. Donc là, vous savez toutes les études qui sont en cours de recrutement. Si un mec qui fait la même étude que vous pour votre thèse, c'est un peu con. Et surtout, vous avez, par exemple, le statut terminé. Et derrière, vous allez aller sur résultats. Et quand vous tapez sur résultats, vous allez, alors là, c'est le descriptif de l'étude. Hop, je remonte. Je clique sur résultats. Et là, j'ai tous les résultats de cette étude qui étaient négatives et qui n'a pas été publiée. Et donc ça, c'est vraiment la nouveauté qu'on a implémentée dans les recommandations. C'est on demande aux experts, vous êtes gentils, mais on veut voir aussi les études négatives. Et donc on leur impose d'aller regarder les études négatives qui sont publiées. Bon, une fois qu'on a tous ces PDF là, merci Sayub, il va falloir les classer. Alors là, il y a une multitude d'outils. Bon, celui qui est la référence, parce que gratuit et pas d'emmerdement. Nous, pendant des années, on payait un logiciel qui s'appelait EndNote. Et à chaque fois que Word changeait de version, c'était fini. Il n'y avait plus rien qui marchait pendant 6 mois. Zotero, ça marche tout le temps. Il y a Papers aussi, qui est très très bien, et qui permet de justement gérer vos bibliothèques. Et donc là, vous avez tous les PDF. Il suffit, vous prenez votre dossier, vous avez tous les PDF, vous les mettez dans le truc, il les analyse tous, il trouve tous les DOI, et vous avez votre fichier de bibliographie. Et si vous faites votre thèse, après, dans Word, vous mettez le plugin, et dès que vous référencez quelqu'un, les références, elles se mettent tout seules à la fin. C'est des heures et des heures de travail en moins. Donc c'est un vrai boulot, la biblio. C'est pas facile de rester up-to-date tout le temps. Moi, par exemple, je m'astreins à chaque fois que je vais à un congrès à plus aller à pas mal de confs de mon sujet, parce qu'au final, je le connais et je le suis. Mais je vais, par exemple, aux confs d'obstétrique, parce que je suis une quiche en obstétrique. Et donc, je vais aux confs d'obstétrique pour rester up-to-date et voir l'évolution en obstétrique. Et je pense que ça, il faut le faire. Il faut s'astreindre à aller vraiment dans les spécialités qu'on ne voit plus, qu'on ne fait plus, et pourtant qui appartiennent à l'anesthésie-réanimation. C'est aussi ça de rester up-to-date. Je vous remercie.